Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki Bandy 1200S de 1997. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, je peux, grâce à l'un de mes abonnés, vous présenter cette machine assez mythique. Elle a marqué son époque. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être vu, il y a de ça maintenant plusieurs années, le test de la Bandy 1200. Eh bien, aujourd'hui, on est sur la même moto, mais dans sa finition carénée, pour lui donner un peu plus de protection. Une machine qui se voulait plus utilitaire et routière. Je rappelle à ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos que la gamme Bandy chez Suzuki, il s'agit de Roadster en 4 cylindres en ligne. À l'époque, en 97, en vente en France, il y avait sa petite sœur, la 600, et la 1200. L'avantage de cette 1200, c'était bien sûr la puissance, le couple, pour un prix pas forcément très élevé. À l'époque, cette moto coûtait à peine le prix d'une 600 chez la concurrence. Au niveau esthétique, cette machine se différencie de sa sœur N, la version Roadster Naked, avec le devant, le carénage, ou le semi-carénage, parce que le moteur n'est pas caréné, qui lui donne un look bien plus sage et un peu plus fade, il faut l'avouer. Cette moto est motorisée bien sûr par un 1200 cm3, plutôt pour être exact un 1157 cm3, 4 cylindres en ligne à refroidissement air-wheel, développant 96 chevaux, et cette machine est donnée pour un poids tout plein fait aux alentours des 240 kg. Aujourd'hui, la moto que j'ai la chance de pouvoir tester est quasiment en configuration d'origine, ce qui est extrêmement rare sur les Bandys de cette génération qui étaient très souvent très modifiés. Aujourd'hui, les seules petites modifications que vous pouvez voir sont déjà au niveau des clignotants qui ont été remplacés, et on a le silencieux d'échappement qui a été remplacé par un modèle de chez MIG. Pour le reste, tout est d'origine, et en plus la moto est en très bon état. Pour une machine de cet âge-là, avec près de 80 000 km, c'est extrêmement rare. Lorsqu'on prend les commandes de cette machine, on retrouve une position assez neutre, dirons-nous. On est relativement droit, le guidon est relativement large, on a un assez bon bras de levier pour maîtriser la machine. La hauteur de selle n'est pas gigantesque, par contre le réservoir, comme sur la plupart des 4 cylindres de cette époque, est un peu large, et donc la selle qui est dans son prolongement est elle aussi un peu large. Donc je n'arrive pas du haut de mon 1m70 m à mettre les deux pieds parfaitement à plat. Je suis un peu trop petit, mais je ne suis pas non plus en extrême difficulté lorsque je dois m'arrêter. Par exemple ici, donc je m'arrête, vous voyez que je peux mettre un pied quasiment à plat, l'autre qui touche, je suis pas trop en difficulté. Sur cette moto, on a les deux rétros d'origine qui sont suffisamment sur l'extérieur et en hauteur afin de bien voir ce qu'il y a derrière nous. On voit juste un petit peu nos épaules et nos coudes, mais franchement la prise d'info est très bonne, très facile. Et vous pouvez constater aussi qu'au niveau de la finition, à cette époque, il y avait encore beaucoup de pièces un peu chromées, comme le guidon et les rétros par exemple. Donc bien sûr, je l'ai déjà dit, cette version S se distingue essentiellement par son carénage, mais le problème c'est qu'en fait il n'est pas très efficace, voire on pourrait dire qu'il est même quasiment inutile, car actuellement je suis en agglomération, donc j'ai jamais dépassé les 50-55, et déjà j'ai aucune différence en termes de protection par rapport à un Roadster. La bulle est extrêmement courte et au final ça protège pas du tout. On verra comment ça se passe tout à l'heure à plus haute vitesse quand je serai sur l'autoroute. Allez, première accélération. Eh bien les amis, ça marche très bien. On retrouve bien là le comportement d'une grosse cylindrée en 4 cylindres. C'est pas brutal, c'est pas exubérant, mais très efficace. Et pour l'instant, cet échappement a une sonorité relativement feutrée quand on roule normalement, mais une jolie mélodie quand on monte un peu dans les tours.
Ici, je sors de l'agglomération, j'accélère. Et j'adore vraiment cette motorisation. On a de la patate tout le temps. Le couple est vraiment présent tout le temps. C'est hyper linéaire. Bien qu'on soit sur un moteur alimenté par carbu, on n'a pas l'impression, hein, ça marche aussi bien que sur un moteur moderne à injection. J'arrive maintenant dans un virage à basse vitesse. Alors comment se comporte cette grosse mémère? Bah finalement ça se passe très bien si on laisse la machine un peu sur sa lancée, sur son ralenti. Là vous voyez que je touche à rien et la machine elle se déplace juste comme je lui demande. Il suffit de regarder où on veut aller, mais le poids est bien présent. On est quand même sur une machine à plus de 240 kg. Les amis, comme d'habitude, je vais utiliser cet espace afin de tester l'accélération du modèle. On est sur une moto ancienne, donc forcément il n'y a pas d'électronique ni d'aide à la conduite sur cette machine. On n'a même pas l'ABS, c'était disponible à l'époque, mais uniquement en option et en plus uniquement sur certains pays. Je rappelle qu'on a donc un moteur de 1200 cm3, 4 cylindres en ligne, qui développe 96 chevaux et la moto est donnée pour 240 kg. Allez, on est parti, let's go. Voyons jusqu'où on peut monter avec cette machine. Donc vous l'avez vu, on arrive à 100 km/h en première. J'ai même pas réellement osé accélérer à fond parce qu'en fait la sensation d'accélération est déjà extrêmement bonne alors qu'on accélère peut-être qu'aux 3/4. On se sent pas la nécessité de bourriner. C'est super efficace. Maintenant ici, comme d'habitude, je vais faire un petit demi-tour. Donc je braque à fond. Et là on voit que l'angle de braquage est vraiment pas mal. Je reste bien droit. Voyons si j'arrive à tourner sans sortir de la route. Et oui, je finis pile sur l'autre fil. Donc aucune difficulté. Pour une machine en 1200, ça braque plutôt pas mal. On est reparti pour une accélération et ensuite on va tester le freinage. Let's go! Maintenant je ralentis, frein arrière ça freine pas mal, frein avant. Alors le frein avant, il freine. Mais la sensibilité, c'est la sensibilité des freins Suzuki de cette époque-là. Déjà, on a la chance d'avoir un levier qui est réglable en écartement sur 4 positions. Le levier d'embrayage, lui, malheureusement, n'est pas réglable. Alors qu'en plus, on a un embrayage hydraulique qui est assez ferme. Mais le ressenti au niveau du freinage, c'est à l'ancienne, hein. Il faut mettre une pression relativement forte pour sentir une réelle décélération. C'est très loin de ce qu'on pourrait avoir sur une machine récente. Il faut réapprendre à freiner. Et c'est assez déstabilisant quand on a l'habitude des machines récentes parce que justement on n'est plus habitué à mettre une pression aussi forte. Et vu qu'il n'y a pas d'ABS, au bout d'un moment on se demande si on va pas bloquer et tomber. C'est juste une question d'habitude en fait, hein. Alors dans ce rond-point, ça se balance assez facilement. La moto est équipée de pneus de taille tout à fait standard. C'est du 17 pouces bien sûr, en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Bon, actuellement vous voyez que je suis à 80 et il n'y a aucune protection. D'ailleurs pour le prouver, là vous entendez le flux d'air sur moi. Je change pas de ma vitesse et je me mets droit. Et vous sentez, vous pouvez entendre qu'il n'y a pas de différence de flux. Il n'y a juste aucune protection. Les commodos sur cette machine sont extrêmement classiques. Sur la gauche, bien sûr, on retrouve tout ce qui gère l'éclairage et le klaxon. On a une petite tirette pour le starter. Sur la droite, le bouton pour démarrer la machine, coupe-circuit, ainsi que pour allumer les feux. C'était pas encore automatique sur cette moto. Au niveau du compteur, on a 3 cadrans cerclés de chrome, très jolis. Un pour la vitesse, un pour le compte-tours et au milieu on a la contenance du réservoir. C'est très lisible, très facile.
Et ça fait vintage maintenant, on n'est plus habitué à avoir ce genre de compteur. Perso, je trouve ça super joli. En dessous, il y a quelques voyants, mais c'est vraiment le minimum acceptable. Forcément, vu qu'il s'agit encore d'une machine à carburateur, vous avez sur le côté de la machine un petit robinet qui vous permet de passer en réserve. Actuellement, vous pouvez le voir, je suis en ville, je suis à 50, à peine 2000 tours. La moto fait très peu de bruit et la souplesse du moteur est vraiment géniale. D'ailleurs, là, je vais faire un test de souplesse. Je passe toutes mes vitesses, donc je suis en 5e à 30 km/h et je suis à peine à 1000 tours. Et vous voyez que ça passe. Le seuil limite, c'est vraiment ça, 1000 tours, faut pas descendre en dessous. Mais si je veux réaccélérer, ça reprend. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir cruiser sur ce genre de machine. On va prendre de nouveau un petit virage à basse vitesse. Ouais, c'est pas plus difficile que n'importe quelle autre moto de ce gabarit, hein. On est sur une machine qui demanderait, en fait, pour être encore plus facile, juste un guidon un tout petit peu plus large, de 2-3 cm, afin d'avoir encore plus de bras de levier. Et je pense que ça faciliterait encore la prise en main. Allez, un petit test de reprise, je suis à 50 à 2000 tours et en côte, j'accélère. Et vous voyez, la cylindrée fait que même en restant à bas régime, là j'ai pas dépassé les 4000 tours, eh bien on reprend énormément de vitesse. Maintenant j'arrive sur un Dodan que je vais bien sûr prendre à 30 km/h. Alors c'est réglé un peu ferme actuellement. À l'avant on a une fourche classique qui est réglable en précharge et à l'arrière un amortisseur qui est lui aussi réglable en précharge. Je pense qu'actuellement c'est réglé ferme, mais en même temps quand on roule à allure normale, donc là je vais le reprendre à 30 km/h, on n'est pas non plus complètement secoué, ça reste suffisamment confortable lorsqu'on descend du Dodan. Mais c'est clair que ça n'a pas du tout un comportement sport en fait. Allez, ici on va refaire un petit freinage. Ouais, ça peut freiner suffisamment, hein. Mais il faut vraiment réapprendre à freiner avec ce genre de machine, hein. On arrive maintenant dans une succession de virages. Et forcément, vu la cylindrée, on ne se sent même pas la nécessité de réellement monter dans les tours. On a largement ce qu'il faut, même à bas régime. L'échappement fait une sonorité sympa lorsqu'on veut s'amuser un petit peu. Par contre, c'est vrai que le poids, il incite pas forcément à rouler comme un malade. Et une fois de plus, j'ai pas dépassé les mi-régimes. Ce moteur monte à 10 000 tours avant la zone rouge, mais en restant à vitesse légale, vous dépasserez jamais les 5-6 000, hein. Alors ici, on va réaccélérer un peu. Et donc, vous le voyez, ce moteur a largement la patate lorsqu'on monte dans les tours. Quand on veut dépasser quelqu'un, c'est hallucinant. On accélère et poups, tout de suite, on est catapulté devant tout le monde. Finalement, quand on commence à prendre ses marques sur cette machine, elle est vraiment rassurante. Le freinage, une fois qu'on a appris à l'utiliser, il est suffisamment performant. La machine est facilement manœuvrable, elle a de très bonnes relances. On a une position qui permet de prendre les infos et on se sent en sécurité. Franchement, même à l'heure actuelle, au niveau dynamique, c'est encore très bon. On va maintenant passer sur l'autoroute, donc je m'engage. On se doute bien que c'est une formalité. Je vais maintenant dépasser ce poids lourd. Bon, finalement, à 130, la protection n'évolue quasiment pas. J'ai beaucoup d'air sur moi, mais j'en ai pas plus que si j'étais sur un roadster. Là, je vais faire un test de relance, donc je suis à environ 115 en 5, j'accélère à fond.
Et j'ai même pas le temps de lire le compteur. On se retrouve catapulté à des vitesses, les amis. Je sais pas sa vitesse max, mais à mon avis, le compteur n'est pas gradué jusqu'à 260 pour rien. Ce test de relance me rappelle bien qu'il ne faut pas confondre couple et puissance, hein. Parce que là, même si la moto ne fait que 96 chevaux sur la fiche technique, en termes de relance, on explose quasiment tout, parce que il y a justement cette cylindrée et ce couple qui vous catapulte. C'est vraiment génial. Rien à voir avec sa petite sœur, la 600. Au niveau de l'éclairage, sur cette version S, forcément, on a un feu un peu rectangulaire à l'avant. Les clignotants, comme je vous l'ai dit, ont été remplacés. D'origine, ce sont des gros clignotants orange. Et à l'arrière, on a un feu, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, le souci parfois, justement, d'avoir une machine aussi efficace à bas régime, c'est que si vous ne gardez pas un œil rivé sur votre vitesse, on se fait surprendre. On se retrouve au-delà des limites sans même vraiment accélérer. Allez, une dernière petite accélération. Ouais. Quand on veut le faire monter dans les tours, ce moteur, il a une patate, les amis. Bon, finalement, je retrouve bien là, bien sûr, hein, le comportement que j'avais pu avoir lorsque j'avais testé la version Roadster. C'est la même machine, il faut l'avouer, hein. Mais justement, je suis assez déçu que cette version S ne soit pas meilleure au niveau de la protection. Finalement, la différence réelle entre la N et la S, c'est purement l'esthétique. Il n'y a pas une véritable plus-value sur la S au niveau de la protection, vu que le carénage dévie pas vraiment l'air, et en plus les rétros ne sont pas pris sur le carénage, donc vous n'avez pas une meilleure visibilité vers l'arrière. Maintenant, au niveau de tout ce qui est aspect pratique, cette moto déjà est équipée d'une béquille centrale, et ça d'origine. Donc pour faire l'entretien de la chaîne ou pour juste la stationner, c'est véritablement un plus. Au niveau des rangements, vous trouverez sous la selle un compartiment qui est suffisamment logeable. On peut y mettre quelques outils, une bombe de graisse, un gilet jaune. Enfin, globalement, c'est plutôt pas mal. Si vous souhaitez rouler avec un passager, il n'y a pas réellement de problème. La selle est suffisamment large et en plus, vous avez une poignée de maintien. Maintenant, le point souvent qui fait jaser sur ce genre de machine ancienne de grosse cylindrée, la consommation. Eh bien, contrairement à ce que certaines rumeurs prétendent, la moto ne consomme pas tant que ça. Le propriétaire me disait qu'avec une carburation parfaitement bien réglée, on arrive entre 6,5 litres et 7 litres au 100, ce qui est raisonnable au vu des prestations de la machine. Donc finalement, que retenir de cette Bandit 1200S? Déjà, comme je l'ai déjà dit, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre une N et une S. Et surtout que maintenant c'est très certainement une des meilleures affaires en occasion, vu qu'une machine qui fonctionne parfaitement bien, qui a été entretenue et qui est encore quasiment d'origine comme j'ai aujourd'hui, d'occasion ça vaut environ 2000 €. On en trouve à moins cher, mais souvent elles ont été modifiées ou alors elles ont encore beaucoup plus de kilomètres. Et vous l'aurez compris, au final le kilométrage n'est pas vraiment un problème vu que c'est très fiable comme machine. Donc pour 2000 balles, vous avez une machine performante, agréable et capable de faire tout ce que vous lui demanderez. Franchement, sur le marché de l'occasion, rares sont les machines aussi intéressante que celle-ci. Si vous hésitez entre une Bandit 600 et une 1200, eh bien les amis, je ne peux que vous conseiller très vivement de prendre une 1200, car finalement ça consommera pas beaucoup plus. Au niveau du poids, c'est à peine plus lourd, et en termes de performance, ça n'a juste rien à voir. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Bandit 1200S de 97. Si vous avez des questions, mettez ça bien sûr dans les commentaires. Si vous possédez cette machine ou si vous l'avez possédée par le passé, donnez-nous votre retour d'expérience. Ce sera super intéressant d'avoir votre avis.
Je tiens une fois de plus à remercier l'abonné qui a fait pas mal de route pour venir jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin de me prêter cette machine et que je puisse vous la présenter. Je le remercie encore. D'ailleurs, je reprécise que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à tous! Les amis, si vous pouvez constater certaines différences sur mon ressenti et sur le comportement entre l'ancienne vidéo que j'avais faite sur la Bandit 1200N et celle-ci, c'est à mon avis très certainement au niveau des réglages de carburation. Sur cette machine, il semblerait que si les réglages ne sont pas pile comme il faut, on a vraiment un comportement qui est déréglé. Par exemple au niveau de la souplesse moteur et aussi, vous l'aurez compris, de la consommation.